Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire sur le concours général agricole des pratiques agroécologiques. Donc, je me présente, Zoé Rouault de Chambre d'agriculture France. Donc, je suis chargée de mission pratiques agroécologiques et je coordonne le concours aux côtés de la fac agroforesterie et d'Isor Kilian qui est ici présente. Donc, Isor, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc, comme dit Zoé, Isor Kilian, salarié de la fac agroforesterie. Je coordonne le concours plutôt partie agroforesterie. Merci, Isor. Donc, pour ce plan du webinaire, donc tout d'abord, on va commencer par une présentation du concours général agricole des pratiques agroécologiques. Donc, certains parmi vous le connaissent, mais cela vous permettra aussi de vous rafraîchir un peu la mémoire. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter en quoi consiste ce concours, à qui est-ce qu'il s'adresse et quelle est sa raison d'être. Par la suite, on passera à la présentation du calendrier ainsi qu'à son organisation générale. On fera ensuite un zoom sur les différentes étapes du concours. Et enfin, on aura le retour d'expérience de deux territoires. Donc, un sur le concours en agroforesterie. Donc, on aura l'intervenant Yann Gouez du syndicat des eaux du Baléon et un autre tour d'expérience pour le concours prairie et parcours avec le témoignage d'Étienne Villeneuve de Gentil du parc naturel régional de Lorraine. Et donc la dernière partie du webinaire sera consacrée à répondre à vos potentielles questions. Donc, qu'est-ce que le concours des pratiques, agroécologiques? Donc le concours fait partie d'un concours plus global qui est le concours général, agricole, donc qui récompense les producteurs et qui soutient les filières agricoles françaises depuis 150 ans. En 2014, le concours général agricole des pratiques agroécologiques a vu le jour, donc dans la catégorie prairies et parcours. Et ce concours a été suivi en 2020 par le concours, agroforesterie qui s'est ajouté. Donc les concours des pratiques agroécologiques récompensent chaque année les éleveurs ou les agriculteurs mettant en œuvre les meilleures pratiques agroécologiques permettant d'assurer un équilibre entre l'activité économique de l'exploitation agricole et le maintien de la biodiversité. Donc comme vous pouvez le voir, le concours est sous la propriété du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt. Et il fait partie du Sénéca, qui est le Centre national des expositions et concours agricoles. Donc le ministère de l'Agriculture a également missionné les chambres d'agriculture et la fac agroforesterie pour coordonner ce concours des pratiques agroécologiques. Pour la présentation du concours. Donc, par qui est organisé ce concours? Donc, comme évoqué précédemment, il est coordonné par la fac agroforesterie et Chambre d'agriculture France. Mais on est aussi un comité d'orientation qui met ainsi d'autres acteurs supplémentaires autour de la table, donc tels que l'INAO, l'INRAE, l'OFB, la Fédération des parcs naturels régionaux de France, le SCOPELA ou encore le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Agriculture. Donc, on est tout un groupe d'acteurs autour de la table pour organiser ce concours, avec également le soutien de partenaires financiers, donc de mécènes, que vous pouvez retrouver donc sur cette slide. Euh, voilà. Donc, excusez-moi. Euh, donc, pour la présentation du concours des pratiques agroécologiques, je suis désolée, il me manque une slide. Il manque la slide prairie parcours, mais tu peux peut-être présenter Oui, le concours rapidement. On parlera ouais, ensuite de cette slide agroforesterie. Mais... ouais. Bon, il manque une slide, je suis désolée, elle y était. Donc là, ce que vous voyez sur l'écran, c'est pour le concours agroforesterie, qui est la deuxième catégorie du concours général agricole des pratiques agroécologiques. La première catégorie, c'est la catégorie prairie et parcours. Donc, rapidement, c'est très embêtant parce que je n'ai pas mes notes. Bon. Je vais essayer de le faire au mieux. Donc, pour la
partie prairie et parcours. Il s'agit de prairies permanentes, non semées et pâturées et riches en biodiversité. Hem et donc pour, le concours, prairies et parcours, hem, en fait, les territoires, qui s'inscrivent vont s'inscrire, dans différentes, catégories. Donc il y en a 4 en tout. Donc excusez-moi si, je me trompe, mais donc il y a la catégorie pâturage exclusif, pâturage prioritaire et fauche secondaire, fauche prioritaire et pâturage secondaire. Et pour la dernière, catégorie, je vous avouerai que là, ça m'a perturbée. Ensuite, donc pour ces 4 catégories, elles sont ensuite sectionnées, selon en fait un gradient d'altitude et d'humidité. Donc en fait, s'il y a plusieurs catégories pour le concours, prairies et parcours, c'est pour que les agriculteurs qui sont jugés, lors, de ce parcours, soient comparés, avec, d'autres parcelles, enfin, c'est pour avoir des profils de parcelles qui sont comparables, entre elles. Voilà. Hem, donc je vais laisser maintenant, Isidore présenter, Oui, ouais, la partie merci. Donc, agroforesterie. en ce qui concerne le concours agroforesterie, il y a deux catégories selon l'âge du système. Donc, on n'évalue pas tout à fait la même chose selon les deux catégories. Donc, il y a la catégorie implantation qui concerne les systèmes agroforestiers qui sont âgés de 4 ans minimum. On évalue la conception du système, son implantation, les pratiques de gestion. Et pour les systèmes qui ont donc plus de 10 ans minimum, on évalue les pratiques de gestion du système, les pratiques de renouvellement. Et donc la coordination nationale a édité des grilles de notation qui permettent au jury de replacer la parcelle dans son contexte, donc le territoire et l'exploitation. Voilà. Et donc dans les 2 cas, que ce soit pour le concours prairies et parcours ou agroforesterie, l'objectif est d'évaluer la cohérence de la parcelle avec le reste de l'exploitation. Donc, pour continuer sur la présentation du concours, à qui s'adresse ce concours? Donc déjà, c'est à, des territoires, donc à vous. Hem, donc il s'agit d'un territoire qui s'inscrit au concours. Donc un territoire, c'est une ou plusieurs, structures, comme on peut voir, la liste ci-dessous. Donc ça peut être des organisations professionnelles, agricoles, des OPA, des collectivités ou des structures assimilées, des territoires de projet, donc des parcs, des CPIE, des associations ou encore, d'autres structures. Hem, donc comme vous pouvez le voir, il y a un large panel de structures qui ont la possibilité de s'inscrire à ce concours. Par la suite, donc ces structures, elles vont définir une zone bien définie qui va correspondre en fait à une liste de communes. Donc il est important que les structures, elles aient identifié un territoire avec un périmètre bien délimité. Ensuite, les agriculteurs donc, entrent en jeu. Ils ne s'inscrivent pas eux-mêmes, mais via le territoire, donc via vous. Il faut qu'il y ait au moins 4 agriculteurs par territoire. C'est le critère le plus important à retenir et si vous souhaitez vous inscrire en catégorie agroforesterie, par exemple, en catégorie, implantation, il faut qu'il y ait au moins 4 agriculteurs qui soient inscrits dans cette catégorie. Par la suite, vous pourrez inscrire les parcelles des agriculteurs qui auront été mobilisés et concernant donc l'inscription des parcelles des agriculteurs, il y a également des prérequis, que ce soit pour le concours prairies et parcours ou pour le concours, agroforesterie. Donc les parcelles déjà doivent être localisées sur le territoire, français. Et ensuite, pour le concours prairies et parcours, il y a un minimum d'avoir au moins 5 UGB sur sa parcelle. Hem Et enfin, les parcelles doivent faire plus d'1 hectare. Donc on autorise, les îlots de parcelles si les pratiques sont les mêmes, sur les différents îlots, mais généralement les parcelles doivent faire plus d'1 hectare.
Et enfin, bien sûr, ce qui paraît logique, les parcelles qui sont inscrites au concours doivent être situées dans le territoire organisateur. Par la suite, donc peut-être que vous vous demandez pourquoi ce concours, donc à quoi est-ce qu'il sert? Donc que ce soit pour les agriculteurs ou pour les territoires, ce concours, il a plusieurs atouts. Donc tout d'abord, ça permet une mise en valeur des territoires à l'échelle locale et nationale. Donc je reviendrai après sur l'organisation au niveau national du concours. Donc, en effet, le concours, il permet de valoriser des actions menées par les agriculteurs et par les territoires au niveau des pratiques agricoles, des actions valorisant la biodiversité, etc. Il s'agit également de permettre à des acteurs au sein d'un territoire de se rencontrer et d'échanger autour du thème de l'agroécologie. Donc, ça permet en fait de mobiliser des acteurs sur cette thématique et de créer des liens entre l'agriculture, l'environnement et les territoires. Donc c'est un concours qui se veut fédérateur et pédagogique. Pour les structures organisatrices, le concours constitue également une belle vitrine pour montrer, ce que vous réalisez sur vos territoires, les actions que vous mettez en place et les politiques publiques notamment que vous valorisez. Et enfin, si votre candidature, elle a été réalisée avec d'autres structures co-organisatrices, le concours permet aussi de tisser des partenariats au sein même des territoires. Donc on reviendra, ensuite sur les partenariats. Donc il s'agit ici de vous montrer, que cela peut être intéressant et enrichissant en fait de collaborer avec d'autres acteurs au sein de son territoire et que les acteurs sont très variés en termes de profil. Pour les agriculteurs notamment, le concours favorise donc la promotion, des produits sous signe, de qualité, tels que les produits par exemple, AOP par exemple. Il permet également une reconnaissance officielle de leur travail, mené, et ce concours permet aussi de mettre en valeur donc leurs pratiques et de les rendre, plus visibles. Donc par rapport au calendrier pardon, je vais laisser, Isor vu que je perds ma voix. Oui, donc concernant le calendrier, on voit que c'est, un calendrier qui, s'étend sur 16 mois. Vous pouvez commencer à vous inscrire en tant que territoire à partir de novembre, donc courant novembre. Les inscriptions sont pas encore ouvertes, mais ça va ouvrir, pendant le mois de novembre. On vous tiendra au courant par retour de mail, on n'a pas la date exacte. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 28 février 2025. Vous pouvez commencer dès maintenant à mobiliser, des agriculteurs. Mais en tout cas, il faut avoir inscrit les agriculteurs et les parcelles candidates pour l'été 2025. Vous pouvez commencer à les inscrire dès mars, les chercher maintenant, continuer à les chercher en mars et commencer à les inscrire en mars. Ensuite, vous définissez les jurys locaux, les membres des jurys, vous saisissez sur la plateforme sur laquelle vous êtes inscrit la date des jurys locaux. Les jurys locaux, donc la visite des parcelles a lieu à partir d'avril, se poursuit pendant le printemps, pendant l'été, et pour le concours agroforesterie peut avoir lieu jusqu'en septembre, voire début octobre. La remise des prix locales a lieu en automne 2025. Et la phase nationale du concours, elle s'étend jusqu'en février 2026, vu que la remise des prix nationale aura lieu au Salon de l'Agriculture de février 2026. C'est pour ça que ce concours, on l'appelle 25-26. En novembre 2025, nous transmettons vos finalistes locaux, les dossiers de vos finalistes locaux au jury national, qui se réunit en janvier 2026. Et voilà, et la remise des prix a lieu, du coup, comme je disais, en février 2026. Pardon, excuse-moi. Hein. Donc par la suite, pour l'organisation, générale du concours. Donc pour le moment, les inscriptions, elles ne sont pas encore ouvertes, mais elles le seront très bientôt, donc fin novembre normalement. Donc une fois inscrit, chaque territoire dispose, sur une plateforme, en ligne, d'un espace territoire dédié. Donc vous pourrez sur cet espace territoire, inscrire vos territoires, les informations sur vos structures. Vous pourrez également y intégrer donc les noms des agriculteurs ainsi que les parcelles qui sont en lice pour le concours. Il s'agira également d'y insérer toute la documentation, demandée, donc les fiches de notation, les fiches de communication que vous pourrez y téléverser.
On reviendra vers vous, lors des différentes étapes pour vous rappeler la démarche à suivre. Il existe notamment un guide organisateur sur la plateforme. Vous avez différents documents, à votre disposition, dont un guide organisateur pour savoir comment fonctionne cette plateforme. Donc on a 2 adresses de contact que vous pouvez voir ci-dessous, sur laquelle vous pouvez nous contacter à tout moment et on répondra au plus vite, à vos différentes questions. Alors, Donc vous vous demandez à ce stade, merci Zoé, comment vous pouvez, vous, en tant que territoire, mobiliser les agriculteurs. Donc, il y a différents leviers. Donc, d'abord, on vous rappelle qu'il faut 4 agriculteurs minimum par territoire pour pouvoir concourir. Donc, il faut réussir à les mobiliser. D'abord, vous pouvez vous tourner vers les agriculteurs avec lesquels vous travaillez au quotidien sur votre territoire, donc pour divers projets. C'est votre première cible. Vous les rencontrez dans le cadre de vos projets, vous leur parlez du concours pour savoir s'ils veulent s'inscrire. Vous pouvez aussi faire un appel dans la presse, sur les réseaux sociaux. C'est la première étape de communication qui fonctionne assez bien et la presse est assez friande de tout ce qui touche au concours général agricole. Donc vous pouvez y aller. Vous pouvez également contacter des partenaires de votre réseau, faire valoir aussi les réseaux des co-organisateurs. Si vous n'organisez pas seul ce concours et que vous organisez avec un autre territoire de votre ou un autre opérateur de votre territoire, vous pouvez bien sûr faire valoir le réseau de l'autre territoire. Quand vous mobiliserez votre jury, vous pouvez toucher un autre cercle d'agriculteurs, les agriculteurs peut-être que les membres du jury connaissent. Donc, concernant les agriculteurs, donc c'était slide encore juste avant, mais rapidement, tous les systèmes agroforestiers, qu'ils soient bio ou conventionnels, sont concernés. S'adresser de préférence à des agriculteurs qui sauraient mettre en valeur leur projet, mais on voit que c'est pas grave. Vous êtes là en tant que territoire aussi pour mettre en valeur ces agriculteurs, même s'ils savent pas parler de leur projet parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Vous pouvez les aider à mettre ça en valeur lors de la journée du jury local. Donc, pour mobiliser les candidats, comment les convaincre? D'abord, a priori, les candidats, les agriculteurs peuvent être un peu surpris qu'on leur propose. Ils connaissent le concours général agricole, mais pas forcément le concours des pratiques agroécologiques. Donc, pour faire sauter ces réticences, d'abord, vous pouvez avancer l'argument que c'est très peu chronophage pour eux. Eux, ils ont juste à ouvrir leur parcelle pour vous accueillir le jour du jury local. C'est surtout vous, les territoires, qui allez devoir porter ce concours pendant l'année et le coordonner. La phase locale également n'est pas très impressionnante pour l'agriculteur, car les organisateurs, et même les membres du jury, sont des gens de l'écosystème de l'agriculteur. Donc ça peut rassurer l'agriculteur d'être d'abord dans une phase locale qui est, qui est rassurante. C'est seuls les dossiers qui sont très pertinents du territoire qui termineront finalistes, donc ils n'ont pas de risque à prendre. C'est une occasion précieuse pour eux, s'ils le souhaitent, de mettre en avant des pratiques qu'ils ont du mal d'habitude à faire reconnaître autour d'eux. Et les finalistes, si ça les intéresse, eux participent à une journée de remise des prix, donc en février 2026, remise des prix nationale. C'est vraiment toute une journée. L'après-midi, il y a la cérémonie de remise des prix, mais le matin, il y a une matinée d'échange avec d'autres agriculteurs qui portent les mêmes pratiques. Ça, c'est une partie des motivations. Bon, il y a un chèque pour le lauréat, pour les premiers prix lauréat national de 500 €. C'est pas énorme, mais ça peut être une motivation. Alors, voilà. Donc, autre motivation pour les agriculteurs et vous, les territoires, c'est que c'est un moment de communication pour les territoires. Donc, les finalistes de chaque territoire qui vont remonter au national bénéficient d'une fiche de communication qui met en valeur l'exploitation et le territoire. Cette fiche est envoyée par la coordination nationale à la presse locale et à la presse nationale. Donc c'est un moment de communication. Les lauréats nationaux, eux, auront un panneau. S'ils font de la vente directe à la ferme, qui peut être assez intéressant, un beau panneau qui permet de mettre en valeur la manière qu'ils ont eu de produire leurs produits et qui peut être affiché à côté de la médaille officielle.
Et concernant cette remise des prix dont on a commencé à vous parler, d'abord c'est une matinée, c'est un moment d'échange qui est privilégié, qui a lieu en général aux chambres d'agriculture France. C'est un moment d'échange autour des pratiques qui est très apprécié par les agriculteurs. D'année en année, on a des très bons retours. C'est des moments d'expression libre avec des interventions de votre part, les territoires, de la part des agriculteurs finalistes qui attendent de savoir s'ils vont être euh, finalement lauréats nationaux. C'est un moment d'échange autour d'un thème qui est choisi par le comité d'orientation. C'est une centaine de personnes qui sont regroupées, des territoires, des agriculteurs, des jurys locaux, nationaux et des lycéens de lycées agricoles qui ont, eux, participé à un autre concours dont on ne parle pas aujourd'hui, qui s'appelle le concours des jeunes jurés. Au salon de l'agriculture l'après-midi, il y a remise des prix sur le stand du ministère de l'Agriculture, en présence ces dernières années des ministres, mais voilà, on ne sait pas à l'avance, pas tout de suite, si les ministres sont là cette année, au moins ministre de l'Agriculture. Voilà, donc c'est une belle reconnaissance officielle. Donc, concernant l'organisation d'un jury, comment organiser, comment constituer votre jury, il faut, que ce soit pour agroforesterie ou pré-parcours, regrouper un minimum d'expertise dans chacun des domaines suivants. Donc, il faut à tout prix pour le concours agroforesterie, que vous ayez une compétence au sein de votre jury en agroforesterie, foresterie ou arboriculture, en agronomie, agroécologie, et en sciences de l'environnement, écologie. En ce qui concerne pré-parcours, vous devez avoir parmi vos membres du jury les compétences suivantes: agronomie zootechnique, fourrage, écologie botanique, apiculture et faune sauvage. Vous pouvez augmenter votre jury avec d'autres compétences complémentaires, donc augmenter le nombre de jurys avec des membres d'associations comme la LPO, des chercheurs de l'INRAE ou d'autres types de compétences. On répète que la participation des membres du jury doit être bénévole. Par contre, vous, en tant que territoire, vous pouvez bien sûr défrayer le déplacement, le repas pour l'organisation de cette journée. Concernant l'organisation des visites d'évaluation, ce qu'on appelle le jury local, ça a lieu sur une journée si vous avez 4 agriculteurs. Si vous en avez plus, vous pouvez faire ça sur 2 journées d'évaluation. Les parcelles ne doivent pas être trop éloignées les unes des autres, de manière à ce que ce ne soit pas une journée épuisante, qu'en voiture, souvent en minibus, vous puissiez transporter les membres du jury d'une parcelle à l'autre. Ce qui est évalué sur ces grilles de notation. Il y a 2 grilles de notation différentes, vous le voyez sur la droite de cette slide. Chaque année, elles sont mises au point par le comité d'orientation, par le national, mais on rebondit sur vos retours chaque année. Vous avez des remontées de terrain à nous faire sur cette grille pour elle est perfectible. Donc, ce qu'on évalue, c'est la productivité de la parcelle, le renouvellement, la fonctionnalité écologique, les valeurs alimentaires, la fonctionnalité agricole, la fonctionnalité agroforestière, la souplesse de l'exploitation, la cohérence pour l'exploitation, la cohérence pour le territoire et les propriétés agroécologiques. Donc vous aurez, pour ceux qui veulent s'inscrire, peu avant, donc ça sera au printemps, avant que vous vous rendiez sur les parcelles, on organisera un webinaire pour vous présenter en détail un webinaire spécial grille de notation agroforesterie, un webinaire spécial grille de notation pré-parcours. Donc pas d'inquiétude à ce stade, on n'y est pas. 2 derniers points, c'est d'abord le budget. Donc ce qui coûte de l'argent, c'est le temps à prévoir avant tout, donc la gestion des inscriptions que vous prenez en charge, l'inscription des agriculteurs, le fait de mobiliser les agriculteurs, donc ça c'est du temps d'animation. Le fait de mobiliser des partenaires, de constituer un jury, de trouver des financements, d'organiser la journée d'évaluation sur le terrain, la journée de remise des prix locales, ou le moment de remise des prix locales, la communication. Donc c'est estimé à 10 jours. Donc ça, c'est des retours d'expérience. Mais tout à l'heure, les 2 territoires qui vont prendre la parole pourront revenir sur ces points. Alors, en fonction du temps que vous souhaitez allouer à l'organisation du concours, si vous souhaitez faire beaucoup de communication, voilà, ça sera plus ou moins,
Voilà. Les frais à prévoir, c'est le temps, le temps passé par les animateurs, donc vous, la personne de votre structure qui va passer du temps pour cette coordination. Les frais à prévoir, c'est lors de la visite de parcelle, le déplacement de vos membres du jury, le déplacement, la location d'un minibus par exemple, le repas. Ça va être pour la remise des prix locales, le temps d'accueil, peut-être un pot, si vous donnez un prix monétaire. C'était le cas de Nantes Métropole cette année, ou voilà, le financement d'un lot, la communication en interne, donc des flyers, des impressions. Et le fait que vous vous déplaciez pour la remise des prix nationaux, si vous le souhaitez, vous faites déplacer un élu, un agriculteur finaliste ou vous-même, voilà, ça sera des frais. Donc, hors temps animation, les frais ont été jugés allant de 2 000 euros à 6 000 euros. Mais pareil, les territoires tout à l'heure vont revenir sur ce point. Enfin, les partenariats financiers, quel financement mobiliser? D'abord en termes de financement public, vous pouvez vous tourner vers des programmes locaux en lien avec l'agriculture, l'environnement, mobiliser des financements régionaux, départementaux ou de collectivités qui peuvent profiter de ce moment pour faire de la communication, du marketing territorial, donc débloquer des fonds. L'État, donc cette année, il y a le pacte avec l'axe communication et sensibilisation, le pacte en faveur des haies. C'est pour la partie agroforesterie qui peut être mobilisée en l'Union européenne et les agences de l'eau. En termes de mobilisation de financement privé, vous avez des délégations locales de financeurs de financeurs nationaux comme RTE, CNE et le Fonds pour l'arbre. Le Fonds pour l'arbre, qui est porté par la fac agroforesterie, vous pouvez mobiliser le fonds sur un projet d'animation territoriale voilà, qui va faire que vous organisez le concours général agricole. Et vous pouvez solliciter des mécènes locaux, des AOP, des AOC, des entreprises locales qui vont pouvoir surfer sur ce concours. C'était Simi qui avait, par exemple, financé une partie du concours en Mayenne, je crois. Voilà, donc j'ai terminé cette partie. On a été un peu rapidement, mais on va surtout prendre vos questions après. Mais c'est pour laisser le temps de parole au territoire. Ouais. Et juste au niveau du coup de la bibliographie, vous sera diffusé prochainement le guide à destination des organisateurs, le webinaire enregistré plus le support de présentation, ainsi que le rapport d'activité du concours 2023. Vous pourrez aussi consulter via ces liens le webinaire qui avait été réalisé sur la mobilisation des territoires. Non, pardon, c'est le lien vers le webinaire, donc celui-ci. Et vous avez également accès à la chaîne YouTube du concours général agricole des pratiques agroécologiques. Donc, c'est la fin de notre présentation. Nous allons laisser donc la place aux deux territoires organisateurs. Donc, Oui, Étienne, alors, oui, c'est ça. Pendant que tu trouves ouais. Zoé, le document à projeter, donc Étienne Villeneuve, d'abord, on va vous donner la parole. Étienne Villeneuve de Gentil, PNR Lorraine, chargé de mission MAE et Prairie. Donc, vous avez organisé à plusieurs reprises le concours Prairie Parcours. Oui, tout à fait. Nous organisons le concours depuis 2010. Voilà, donc, et personnellement, j'en ai organisé 3 depuis que je suis au parc. On peut peut-être commencer par présenter un petit peu le territoire. Passer à la diapositive suivante. Voilà, donc le parc de Lorraine, c'est un parc constitué de 183 communes, réparties sur 3 départements différents, Meuse, Meurthe-et-Moselle et Moselle. La particularité est que c'est un territoire en 2 parties, comme vous le voyez. Donc une partie qui est entre la vallée de la Meuse et les côtes de Moselle, et une partie plus réduite en Moselle du Sud, essentiellement autour du pays des étangs, près de Dieuze. Donc compte tenu de la diversité, de l'étendue du territoire, les pratiques agricoles sont évidemment différentes, le contexte est différent. Globalement, l'activité dominante est la polyculture-élevage, sauf dans certains secteurs où les grandes cultures sont devenues majoritaires depuis quelques années. On va passer à la diapositive suivante. Voilà, donc
Pour parler un peu des prairies, on a environ 30 000 hectares de prairies sur le territoire du parc, donc en gros un quart des surfaces agricoles utiles. Et comme je le disais, ces prairies sont inégalement réparties sur le territoire. Actuellement, on a beaucoup moins de prairies en zone ouest qu'en zone est, mais voilà, on a beaucoup plus de retournements en zone est, donc peut-être qu'à terme, on aura une situation comparable. Nous avons beaucoup d'enjeux liés à la biodiversité sur le territoire, avec 16 zones Natura 2000, qui représentent 14%, je crois, de la surface totale du parc. Avec comme habitat remarquable, nous avons essentiellement des prés salés continentaux. Donc ça, c'est un petit peu une particularité du parc, des prés salés, puisqu'on y retrouve un cortège de plantes halophiles tolérantes au sel, grâce à la résurgence d'eau salée issue du sous-sol. Et surtout, les prairies qui sont les plus abondantes, en quelque sorte, sur le territoire, qui sont des prairies maigres de fauche. Donc ce sont toutes ces prairies mésophiles, peu fertilisées, qui abritent un grand nombre d'espèces patrimoniales. Donc en termes de plantes, on compte pas moins d'une bonne vingtaine de plantes d'intérêt régional ou national. En tout cas, c'était le cas en 97, donc ça a peut-être évolué depuis. Et il y a également toute une faune qui est associée à ces milieux remarquables, donc toutes ces prairies remarquables, avec deux espèces emblématiques que j'ai mis ici. L'oral déjeuner, un oiseau qui niche au sol dans la vallée humide de la Seille, donc plutôt en partie mosellane du parc. Et le curé des marais, un papillon qui se reproduit lui aussi dans les prairies humides et qui lui est présent sur tout le territoire du parc. Voilà, on peut passer. Voilà. On constate malgré tout que depuis 40-50 ans, les surfaces en prairie ont fortement diminué. Voilà, on n'est pas loin de 40% en diminution de surface, hein, ce qui est quand même énorme. Donc bien sûr, tout cela c'est lié aux difficultés de l'élevage, au développement des grandes cultures. Voilà, comme je le disais, dans certains secteurs, l'élevage a à peu près disparu. Et il y a également un autre phénomène qui est plus difficile à apprécier, qui passe souvent inaperçu, qui est un certain appauvrissement de la flore des prairies naturelles, qui est lié bien sûr à l'intensification des pratiques agricoles, donc des fauches qui sont de plus en plus précoces, davantage de fertilisation, etc. Et peut-être aussi d'autres facteurs comme le changement climatique. Voilà, nous avons eu des sécheresses à répétition qui ont pu affecter la flore de certaines prairies. Quoi qu'il en soit, la préservation de ces prairies naturelles est un enjeu majeur qui est identifié dans notre charte de territoire. Donc la charte de territoire, c'est un document qui, pour tous les parcs régionaux, définit les objectifs, voilà, les grandes orientations de nos actions pour une période de 15 ans. Et c'est un document qui est construit et validé en lien avec tous les partenaires du territoire. Pour préserver ces prairies, donc, nous mettons en place différentes actions, y compris des actions de sensibilisation, en particulier ce fameux concours prairies et parcours. Donc on aime bien nous appeler concours prairies fleuries, c'était l'ancien nom, je crois, de ce concours. Le concours nous intéresse particulièrement puisqu'il est vraiment en phase, on peut rester sur la précédente, nous intéresse particulièrement puisqu'il est vraiment en phase avec notre vision des choses par rapport à cet objectif de préservation des prairies, parce que nous sommes convaincus que pour préserver ces prairies, il faut maintenir l'élevage, et voilà, le concours promeut bien cela. Et nous sommes aussi convaincus que ces prairies diversifiées remarquables ont toute leur place dans les agroécosystèmes, voilà, qu'elles ont toute leur place, voilà, à la fois qu'elles contiennent une richesse qui est souvent méconnue et qu'elles ont un véritable intérêt agronomique pour les agriculteurs. On peut passer. Voilà, donc parler de la mise en place, donc nous avons organisé 12 éditions depuis 2010. Donc je crois que le territoire était pionnier dans l'organisation de ce concours, avec 58 éleveurs différents qui ont pu participer, sachant que certains ont participé plusieurs fois, hein, des personnes très motivées. Euh, on peut voir en rouge sur la carte la localisation des parcelles qui ont participé. Donc, on voit bien que c'est localisé dans certains secteurs qui correspondent à des secteurs encore riches en prairies où l'élevage se maintient bien et dans lesquels les pratiques sont encore assez extensives. Puisque pour avoir des fleurs dans les prairies, il faut des pratiques. Il ne faut pas faire que de l'enrubanage sur ces prairies. En termes de catégorie, donc nous sommes dans la catégorie fauche prioritaire plein épiémont moyen.
ce qui permet de faire entrer toutes nos prairies mésophiles de fauche, qui sont vraiment les prairies où nous avons les plus intéressantes par rapport à la biodiversité, en dehors de ces prairies halophiles qui sont un cas particulier. Et donc nous sommes seuls organisateurs du concours, sachant que précédemment, nous avions un partenariat financier avec GRT Gaz qui a pris fin il y a 2-3 ans, il me semble. Voilà, on peut passer. En termes d'organisation concrète, donc nous nous appuyons sur un jury constitué d'experts locaux. Donc pour tout le volet agronomie, nous faisons intervenir des techniciens herbes de nos 3 chambres d'agriculture, voilà, qui généralement viennent à 3 donc chaque année. Une botaniste d'une association botaniste locale qui vient aussi tous les ans, et un ou plusieurs apiculteurs et entomologistes qui participent aussi. Ils changent selon le secteur sur lequel le concours a lieu. Il y a également parfois aussi un écologue qui est présent. Et concernant la présidence, il s'agit d'un élu du parc naturel de Lorraine. Donc évidemment plutôt un élu qui a une bonne connaissance du monde agricole et un élu qui connaît aussi le secteur sur lequel on organise le concours. Puisque comme vu l'étendue du territoire et le fait qu'on soit séparé en 2 parties, depuis quelques années, nous organisons le concours uniquement dans l'une des zones, puisque sinon les temps de transport deviennent rédhibitoires. Voilà. En amont de la journée de passage de jury, donc nous prenons le temps de rencontrer les éleveurs. Voilà, c'est une première étape de sensibilisation. Aller voir avec lui la prairie, les aider un petit peu à commencer à les sensibiliser sur la diversité qu'on peut voir dans la prairie. Et bien sûr, tout un travail de logistique, notamment essayer de trouver le meilleur itinéraire possible pour réduire le temps de transport entre les prairies. Nous organisons la visite donc fin mai, début juin, donc ça varie selon les années. C'est un petit peu un compromis entre le stade de la végétation et les disponibilités du jury, ce qui est souvent compliqué puisqu'il y a pas mal de jours fériés aussi à cette période. Donc nous visitons généralement 2 prairies, 2-3 prairies le matin, un repas convivial dans un restaurant local au déjeuner et le reste des prairies l'après-midi. Et donc juste pour voilà, préciser, ces dernières années, comme nous avons déjà fait participer beaucoup d'agriculteurs, nous commençons à avoir des difficultés à recruter de nouveaux éleveurs. Voilà, donc nous envisageons non pas d'arrêter, mais de commencer à espacer un petit peu l'organisation du concours, qui jusqu'à présent avait lieu tous les ans. Voilà, on peut passer. En ce qui concerne la communication, donc auprès des agriculteurs, cela passe essentiellement par des annonces dans des journaux locaux, des journaux d'échelle départementale généralement. On passe aussi beaucoup par le téléphone de bouche à oreille, donc effectivement via les MAEC notamment, on a connaissance de pas mal d'agriculteurs et ensuite qui eux-mêmes en parlent à leurs collègues, etc. Et également, nos partenaires qui interviennent dans le jury peuvent aussi nous aider à ce niveau. En ce qui concerne le grand public, donc nous émettons 3 communiqués de presse au fil de l'année. Donc l'un plutôt en mars, typiquement à la période où nous cherchons à recruter des agriculteurs pour participer. L'un juste avant le passage du jury, donc typiquement fin mai, ce qui permet parfois un communiqué, un- un journaliste d'être présent lors du passage du jury. Et un dernier, lors de la remise des prix que nous organisons donc en septembre au Salon de l'élevage à Lunéville. Donc ce salon de l'élevage, c'est une sorte voilà, une fête de l'élevage sur 2 jours qui existe au niveau départemental par chez nous, à l'occasion pendant lequel sont organisés les concours agricoles. Et donc ça nous semblait pertinent d'organiser la remise des prix à l'occasion de cet événement puisqu'on fait venir les agriculteurs et ils sont donc en présence de tous leurs collègues, donc ce qui leur donne une certaine reconnaissance de leurs collègues sur ce travail, sur ce maintien de prairies diversifiées. Donc on peut voir en haut à droite Nicolas Breton, qui était notre lauréat local 2022 et donc qui a gagné le premier prix national 2022. Donc voilà, on est très fiers. Et donc, c'était intéressant même localement, puisque suite à la communication autour de cet événement, voilà, il y a
qu'il a été pas mal sollicité, ça a suscité beaucoup de curiosité localement. Il y a par exemple eu des événements avec des classes et des animations pour visiter la prairie qui a gagné le premier prix national, etc. Donc c'est vraiment intéressant, c'est un bon outil de communication, de sensibilisation. Et les éleveurs sont souvent vraiment intéressés puisqu'ils obtiennent cette reconnaissance qui leur manque parfois auprès d'autres structures ou au quotidien. Voilà. Notamment Nicolas Breton qui exploite une exploitation 100% à l'herbe, donc ce qui n'est pas forcément le modèle habituel localement. Et donc en termes de prix, voilà, nous leur donnons essentiellement des paniers garnis, des bonnes choses à manger pour fêter dignement ce concours. Et à noter aussi que nous donnons souvent un prix spécial biodiversité patrimoniale, puisqu'il s'avère que notre lauréat local n'est souvent pas celui qui a la prairie la plus riche en termes de biodiversité, puisque le concours vise bien à mettre en avant la prairie qui a un bon équilibre agroécologique. Voilà. Mais donc voilà, c'est un petit point de détail. Euh, voilà, on peut passer à la suite. Voilà, et donc pour conclure, je dirais que ce sont vraiment des journées qui sont très riches en échanges et en observations, que ce soit pour les agriculteurs ou pour le jury. Voilà, tout le monde repart content, tout le monde a appris des choses, et voilà, il y a vraiment une bonne ambiance qui règne pendant ces journées, en particulier quand il fait beau. Et donc j'invite à tous les territoires qui seraient présents aujourd'hui à se lancer dans l'aventure. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. C'était une super intervention qui donne envie. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Étienne à les poser dans le chat. Voilà. Donc la prochaine intervention, c'est Yann Gouet, qui est connecté, qui lui est chargé de mission biodiversité et agroécologie pour le syndicat des eaux du Baléon. Il a organisé plusieurs fois le concours avec plusieurs lauréats nationaux. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. On peut passer à la diapo suivante directement. Donc, je m'appelle Yann Gouez, je suis chargé de mission bocage et biodiversité au syndicat des eaux du Baléon, dans le Finistère. Ah, il y a un souci de diapo. Voilà. Et donc, c'est une structure qui est productrice d'eau potable et qui porte en fait un SAGE, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, dans le nord Finistère, donc sur 56 communes au nord de Brest. Et donc le concours, depuis le début, depuis 2021, on l'organise chaque année à l'échelle de ce territoire-là, sur les 56 communes. On avait comme objectif en fait de renforcer la dynamique sur le bocage et l'agroforesterie, parce qu'on porte avec nous et les EPCI de ce territoire différents programmes pour renforcer le maillage bocager. Et c'était aussi justement un bon outil, notamment de, de pédagogie et de communication pour renforcer un peu cette dynamique-là, soutenir et encourager les agriculteurs qui sont déjà inscrits dans cette démarche, et puis donner envie évidemment à d'autres d'en faire de même. Voilà, donc je vais passer à la suivante. Donc pour nous, voilà, on trouvait intéressant d'aller sur ce sujet-là parce que ça réunit en fait aussi pas mal de sujets d'actualité, hein, qui soit sur l'adaptation au changement climatique, hein, que ce soit pour les prairies comme pour le bocage d'ailleurs, sur la partie biodiversité, travers verte et bleue, l'érosion des sols, la qualité des eaux, hein, vu qu'on est une structure productrice d'eau potable à la base, sur les énergies renouvelables avec la gestion durable du bocage. Et puis, il y a aujourd'hui différents leviers ciblés, hein, dans les PCAET par exemple, le développement patrimonial et touristique, la gestion durable des bords de route aussi avec les communes, etc., etc. Enfin bref, on trouvait que par ce biais-là, on pouvait parler de tous ces sujets-là. Et c'est ce que l'on fait notamment lors des remises des prix en local. Je vous parlerai de ça tout à l'heure. Je vais passer à la suivante. Donc, en fait, nous, on a fait le choix. Enfin, la première année, on avait vu qu'on ne savait pas si on allait avoir des agriculteurs qui allaient répondre
est plutôt sur une ou l'autre des catégories, parce qu'il y a deux catégories sur le concours agroforesterie, hein. Il y a le concours, enfin, la catégorie gestion durable et la catégorie implantation des jeunes haies. Donc la première année, on avait ouvert les deux catégories. Donc on avait eu 8 agriculteurs candidats. Après coup, ça paraît beaucoup. Surtout, on l'avait organisé la journée du jury sur une journée. Donc c'était une journée très dense. Heureusement que c'était l'été parce que on a fini tard à la tombée de la nuit. Mais du coup, maintenant, chaque année, on organise une année sur l'autre, l'un ou l'autre enfin, l'une ou l'autre des catégories. Et donc, on a 4 agriculteurs chaque année maximum. Sur une journée, c'est largement suffisant. Voilà. On compte globalement minimum 1 heure de visite par candidat. Euh, on essaie de rester exactement sur le même timing par candidat par des questions d'équité, hein, qu'on est sur minimum 1 heure, et enfin, on essaie de se tenir sur 1 heure, quoi. Le déplacement en minibus, c'est hyper intéressant parce que le jury, comme ça, aussi échange entre les trajets et commence déjà à débriefer, donc ça permet de gagner du temps. Là, je vous avais mis comme exemple un peu la liste de notre jury, qui est assez variée, mais c'est que des experts, entre guillemets. Donc on a experts des arbres remarquables, pépiniéristes en végétal local, ce qui permet de créer du lien aussi directement et promouvoir les pépinières végétales locales du territoire. Les enseignants agricoles du secteur, l'aspect paysage avec le CIE, l'aspect recherche avec des chercheurs de l'UBO, de l'Université de Brest. Et puis, depuis, du coup, chaque année, on intègre aussi l'agriculteur lauréat des années précédentes au jury. Et ça, c'est hyper intéressant parce que il rencontre aussi d'autres collègues, des fois des personnes qui ne connaissaient pas forcément et qui sont assez proches sur le territoire et qui partagent un peu les mêmes préoccupations. Donc, c'est aussi riche d'échanges. Voilà, passer à la suivante. Donc nous, en fait, depuis le début, on a réussi à le faire financer, enfin le temps d'animation et le temps de déplacement, le repas du jury et les prix, en gros la plaque et le diplôme et la soirée de remise des prix par des fonds publics, hein, le fonds FEDER, le fonds européen, couplé à des fonds régionaux, notamment via le contrat nature de la région Bretagne, dans le cadre de notre animation du stage du Baléon. Donc tout à l'heure, je voyais une question sur l'heure enfin, le volume horaire passé par la structure organisatrice. Nous, on estime grosso modo à peu près 130 heures par an, enfin par année de concours. Voilà, ce qui est à prendre en compte, hein, dans votre plan de charge aussi, parce que en effet, enfin, il y a quand même un peu de temps à passer si on veut faire bien les choses, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup pour le territoire et pour les agriculteurs également. C'est la suivante. Donc le bilan un peu, un retour évidemment très positif des participants, hein. C'est une forme de reconnaissance pour les agriculteurs qui participent. C'est une communication sur leur exploitation, une mise en réseau entre jury, candidats et techniciens bocage, ce que je disais tout à l'heure, parce que finalement on crée des liens aussi entre eux, et depuis il y a des choses qui fonctionnent grâce à cette mise en réseau finalement. Donc depuis 2021, nous on a mobilisé, enfin il y a eu une vingtaine d'exploitations candidates, 4 lauréats nationaux, donc 3 premiers prix nationaux et un deuxième prix national. Donc évidemment très positif. Le jury a fait le choix aussi de décerner différents prix locaux, donc là, 8 en tout, comme par exemple le coup de cœur du jury, le prix de l'innovation, le prix de la biodiversité, des choses comme ça. Parce que on est sur des systèmes, c'est difficile de comparer en fait entre eux. Il y a des années où en fait tous les candidats ont
des bons arguments à faire valoir et des bonnes pratiques hyper intéressantes. Donc, le jury fait souvent le choix de souligner une spécificité particulière d'un tel ou d'un tel pour aussi l'encourager davantage, même s'il n'a pas gagné le premier prix. Et puis, l'objectif pour le syndicat, les objectifs, on les considère atteints, hein, c'est de sensibiliser l'ensemble des agriculteurs et des collectivités aussi à ces démarches vertueuses de gestion durable, de plantation, d'autonomie de l'exploitation, par exemple, et puis de promouvoir aussi les actions menées par le syndicat et ses partenaires, quoi. Donc, voilà, ça c'est plutôt positif. Alors du coup, on a plusieurs documents de communication aussi. Chaque année, on édite un livret avec la description de l'ensemble des candidats du CGA qui est distribué lors d'événements ou de réunions. Et puis là, je vous ai fait juste un extrait du retour de la communication du lauréat de l'année dernière, 23-24, qui a eu le premier prix au niveau national en début d'année. Et donc, retour très positif pour lui comme pour nous. En fait, il y a eu pas mal d'articles et de sollicitations médiatiques, presse locale comme presse nationale avec France Inter ou France 3. Et puis aussi, ils ont reçu, suite à ce premier prix, ils ont reçu aussi la médaille de la ville. Ils ont eu une reconnaissance de leur commune après avoir reçu ce prix-là au niveau national. Donc voilà, évidemment, c'est quelque chose de positif aussi dans ce sens-là. Et donc, je crois que j'ai fini. Non, j'avais une autre image, mais elle ne passe plus. Ah, c'est bien. Et donc, par contre, non, j'avais une autre image qui n'était pas passée, une autre diapo en amont sur la remise des prix du concours. Elle n'est pas passée. Je me disais aussi, il manquait quelque chose. Les quelques moments forts du concours, en fait, il y a la visite du jury, comme on a échangé tout à l'heure, sur l'exploitation candidate. Et nous, on a fait le choix d'organiser une soirée chaque année, là, c'est la quatrième année, une soirée très conviviale qui s'appelle Ensemble, bocageons-nous, où en fait on combine remise des prix en local et un spectacle qui dure 1 heure sur le sujet. Donc le prochain aura lieu là, le 4 décembre prochain à l'Esnevin. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés, vous êtes les bienvenus évidemment. Et puis après, d'autres moments forts au niveau national, c'est la remise des prix au Salon de l'Agriculture. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le retour du Salon de l'Agriculture, visite des fermes des lauréats avec les officiels, donc en local ou suivant les années, qui peuvent être aussi des officiels du niveau national. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. C'était très clair et ça donne également très envie d'organiser le concours. Est-ce que vous avez des questions tant qu'on a Yann et Étienne et peut-être parmi vous d'autres organisateurs, est-ce que vous voulez peut-être ouvrir vos micros? On a encore 3 minutes et poser quelques questions. Peut-être que vous pouvez marquer dans le chat si vous êtes intéressé par quel concours ça vous êtes intéressé. Je vais vous laisser la possibilité de mettre des pouces agroforesterie et prairies parcours. Donc, ah oui, il y a une question d'Émilie Arman qui demande s'il y a des personnes de l'Hérault présentes aujourd'hui, connectées. Non, Émilie, je n'ai pas l'impression. Je vois également qu'il y a eu pas mal de questions dans le chat. Quand je partageais l'écran, je n'ai pas forcément pu voir. J'ai essayé, moi, d'y répondre. Ceux qui n'ont pas eu réponse à vos questions, peut-être vous pouvez ouvrir votre micro et nous la poser.
Peut-être que toutes les questions qui ont été posées ont reçu une réponse. Nous allons vous renvoyer un mail donc avec Zoé après donc c'est ce rendez-vous qu'on a eu aujourd'hui, ce webinaire, avec donc le PDF de cette présentation, le lien de ce webinaire si vous le revisualisez ou l'envoyer à d'autres territoires autour de vous. Et nous vous tiendrons au courant de l'ouverture des inscriptions. Donc vous pourrez vous inscrire sur la plateforme et vous aurez jusque fin février. Si vous êtes motivé, n'oubliez pas dès maintenant de pouvoir de vous tourner vers des agriculteurs. Voilà. Est-ce que Yann et Étienne, vous avez un dernier conseil à donner à tous ces potentiels territoires? Moi, je conseillerais pour trouver des agriculteurs, il faut quand même démarcher. C'est ce qu'on constate chez nous parce que c'est pas un concours comme justement un concours produit. Et donc les agriculteurs vont pas forcément de même chercher à avoir une médaille parce ils font pas ça pour une médaille, entre guillemets. Ils font pas la gestion durable, etc. pour une médaille. Et donc, il y a un peu de démarchage à faire et de réseau à avoir pour trouver des candidats, quoi. Voilà. La presse va pas forcément être des plus aidantes pour la partie recherche de candidats. Elle va plutôt être à la fin, quand il y a le résultat. Oui, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, hein. Nous, c'est vraiment ça qui est plus compliqué ces dernières années. Voilà, il ne faut pas hésiter à en parler aux agriculteurs. C'est le bouche à oreille finalement qui est presque le plus efficace, quoi. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup pour ces 2 derniers conseils pour les prochains territoires organisateurs, pour les anciens et les nouveaux. Donc, comme disait Isor, on vous renverra le lien vers le webinaire ainsi que le support de présentation de ce webinaire. S'il n'y a pas forcément d'autres remarques, je pense que ce webinaire peut être clôturé. Merci beaucoup. Merci À à très vous. bientôt. Au revoir. Merci. Au Merci, bonne revoir. journée. Merci, au revoir.